Bonjour, alors dans cette vidéo je vais revenir avec vous sur cette notion de taux réel fortement négatif qui est le contexte radicalement nouveau dans lequel nous sommes entrés depuis l'ère post-Covid, on va dire depuis à peu près 2021. Je rappelle ce que c'est que des taux réels fortement négatifs. Si c'est tout simplement la différence qui existe entre les taux d'intérêt à long terme de votre pays. Donc ce sont par exemple les taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans en France, ou bien on peut prendre en autre référence le taux des emprunts immobiliers que vous aurez à payer si vous achetez un bien immobilier ou si vous achetez un quelconque bien de rendement à long terme. Donc c'est la différence entre ce taux-là et d'autre part le taux d'inflation de votre pays. Donc si je fais ce calcul pour la zone euro par exemple, donc vous voyez que depuis les années 90, on était dans un contexte de taux réel normal, c'est-à-dire de taux réel positif, où on avait à ce moment-là des taux d'emprunt à 10 ans qui étaient supérieurs au taux d'inflation. Ça a été vrai jusqu'à la fin des années 2010, juste avant 2020, et depuis l'ère du Covid, vous voyez que la courbe s'est effondrée et on est passé à des taux réels à moins 7,5%. Ça veut dire qu'on a en ce moment une inflation aux environs de 9%. Alors que les taux d'emprunt des obligations à 10 ans restent en dessous de 2% pour le moment. Donc c'est toujours le cas sur la zone euro. Aux États-Unis, c'est un peu le même constat. On avait une longue période de taux réels positifs jusqu'au moment de la crise du Covid, et depuis on a eu la grosse poussée inflationniste qui a suivi et on est passé dans un contexte de taux réels fortement négatif, donc avec un taux d'inflation très largement supérieur au taux des obligations d'État à 10 ans et au taux d'emprunt que vous pouvez effectuer pour acheter des biens immobiliers. Alors il y avait eu ce contexte très temporairement pendant les années 70, pendant la période inflationniste 70, début des années 80, avec deux phases de taux réels fortement négatifs, mais évidemment ça n'avait pas à ce moment-là été durable. Dans ce contexte de taux réel fortement négatif, vous allez voir que les stratégies d'épargne vont changer radicalement, et la question maintenant est de savoir si ce contexte dans lequel nous sommes en ce moment, c'est juste un contexte très temporaire appelé à durer quelques trimestres et à se normaliser ensuite, ou au contraire, est-ce qu'on peut escompter avoir des taux réels fortement négatifs sur une période plus longue de plusieurs années. Et dans ces cas, il faudrait vraiment changer ces stratégies d'épargne de façon durable également. Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'en ce moment, on est dans un système économique qui est de plus en plus surendetté. Vous avez ici, par exemple, la part de la dette publique américaine par rapport, donc le ratio de la dette publique américaine par rapport au PIB. Vous voyez que l'État américain atteint maintenant un taux d'endettement qui est proche de 140% du PIB, alors qu'on était encore aux environs de 60% à la fin des années 2000. Donc l'endettement des États-Unis a explosé. Sur l'Europe, c'est sensiblement la même chose, de façon quand même un petit peu moins grave, mais ça se dégrade aussi pas mal. On va regarder le graphique pour la France tout de suite. Donc vous voyez qu'en France, on est pour l'instant à des niveaux d'endettement qui sont relativement proches de 115% du PIB, et que là aussi ça augmente régulièrement depuis la fin des années 80. Donc on a des pays qui sont de plus en plus surendettés, avec le cas le plus grave qui est celui des États-Unis. Il ne faut pas croire que l'euro est une monnaie pire que le dollar. Sur le court terme, lorsqu'on entre en récession, le dollar monte face à l'euro parce que c'est la monnaie de réserve mondiale. Donc elle profite des contextes de déflation d'actifs temporaires, ça dure quelques trimestres, mais ça n'est pas du tout une valeur refuge à long terme. Donc je conseille régulièrement à mes abonnés d'avoir du dollar, de placer leur trésorerie en dollars temporairement lorsqu'on entre, comme en ce moment, pour quelques trimestres en phase de récession de marché baissier global, mais ça n'est en aucun cas évidemment un conseil durable. Donc voilà, on est dans un contexte de pays de plus en plus surendettés. Si on est dans un contexte de pays surendettés,
et qu'on veut régler ce problème, il y a deux façons de procéder lorsqu'un système est surendetté. Soit vous provoquez une crise déflationniste du type de la crise 1929-1932. Ça veut dire que vous ne soutenez plus du tout les acteurs surendettés, vous les laissez faire défaut, y compris les acteurs bancaires. Donc ça fonctionne, effectivement. Ça provoque une grosse récession, un gros pic de chômage temporaire. Il y a peu d'aide aux ménages, donc c'est un moment difficile à passer, mais ensuite le problème est réglé. La deuxième façon de faire, c'est d'utiliser l'inflation avec on va dire une situation de stagflation. Donc vous allez à ce moment-là laisser filer l'inflation mettons à 10% par an pour permettre progressivement de diminuer la dette, puisque on va dire en monnaie constante, la dette va perdre progressivement de la valeur. Donc on va expliquer ça tout de suite avec une petite simulation. Vous êtes dans un pays qui a un taux d'inflation à 9%, un taux de croissance du PIB réel à 1,5%. On prend une situation au départ avec un PIB de 100 et une dette à 130. Donc on va supposer que la dette continue de grossir à un rythme de 3% par an parce que le pays continue malgré tout à distribuer quelques largesses à sa population. Et dans le même temps, votre PIB, lui, va grossir à la fois du taux d'inflation et du taux de croissance, c'est-à-dire de 10,5% par an, donc beaucoup plus vite que la dette ne le fait. Et avec ce système-là, ce taux d'inflation élevé, vous arrivez à peu près une dizaine d'années à régler votre problème d'endettement, c'est-à-dire que si au départ on a un ratio d'endettement de 130%, en une dizaine d'années, il va être presque divisé par 2 et tomber en dessous de 70%. Donc cette solution de recours à l'inflation, à mon avis, c'est vraiment la seule option qui est disponible aujourd'hui pour des dirigeants politiques, en sachant que ils sont dans un système électoral qui les oblige à avoir un taux de popularité suffisamment élevé s'ils veulent être réélus. S'ils choisissent cette option-là, ils vont être tenus pour responsables de la situation. On va leur dire, mais vous avez laissé les banques faire faillite, vous avez laissé les entreprises faire faillite, vous n'avez pas donné d'aide à la population, aux acteurs surendettés, la crise est entièrement de votre faute. Donc c'est pas une solution qui est agréable ou possible pour un dirigeant politique. Inversement, s'il choisit la solution inflation-stagflation, il aura une perte de pouvoir d'achat de sa population, certes, parce que le coût de la vie va augmenter, les salaires ne vont pas forcément suivre tout à fait au même rythme, au moins au départ. Les épargnants qui ont des produits à taux de rendement garanti, dit sans risque, ce qui est une expression complètement ridicule et absurde, mais bon, peu importe, vont être progressivement lessivés en douceur en l'espace d'une dizaine d'années, mais ils ne s'en rendront pas compte tout de suite. Donc ça, ce sont tous les ménages qui ont des comptes surlivrés, donc qui vont avoir des rendements très inférieurs à celui de l'inflation, des placements en euros, etc. Malheureusement, c'est la majorité de l'épargne financière des Français aujourd'hui, parce que beaucoup de Français croient que ce sont des placements sans risque, parce qu'on leur dit que le capital est garanti. Alors le capital est effectivement garanti en nominal, mais pas du tout en monnaie réelle. Donc au bout de 10 ans, à ce rythme-là, ils voient en monnaie réelle la valeur de leur placement divisée par 2. Avec la solution de l'inflation, la récession est moins marquée qu'en situation de crise déflationniste. Et les dirigeants politiques, ils ont un avantage qui est la possibilité de distribuer de l'argent gratuit aux ménages. On va leur donner des chèques énergie, des chèques récession, des chèques tout ce qu'on veut, et du coup de les rendre dépendants de l'aide étatique. Et puis comme ça, le dirigeant politique, il peut dire voilà, on est dans un contexte de forte inflation, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la crise mondiale, c'est de la faute à Poutine, c'est de la faute à tout autre bouc émissaire qu'ils auront trouvé pour expliquer la situation. Et ensuite, ils peuvent se faire mousser en disant, moi je vais vous sauver en vous distribuant des aides pour compenser ce qui se passe, vraiment j'agis très bien, etc. Donc c'est une solution qui peut être tout à fait agréable pour des dirigeants
d'États qui ont à régler un problème de surendettement. Donc à mon avis, c'est quand même la solution qu'ils vont choisir. Alors dans un premier temps, en ce moment, ils vont essayer quand même de contrer l'inflation. Ils font une petite hausse des taux pour voir ce qui se passe, dans l'espoir que d'avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de faire diminuer l'inflation et en même temps de ne pas provoquer trop de ralentissement économique. Ils vont se rendre compte que finalement, si leur politique de hausse des taux, de lutte contre l'inflation provoque une récession, provoque une crise importante, et à ce moment-là, ils vont probablement changer leur fusil d'épaule et accepter la solution de l'inflation. Alors à ce propos, je vous rappelle les 4 étapes dans le déroulement d'une fuite en avant dans la dette d'un pays qui veut à tout prix relancer sans arrêt sa croissance artificiellement. Il commence par baisser les taux pour stimuler le crédit privé. Quand ça suffit plus, on passe à ce qu'on appelle le quantitative easing des banques centrales, donc l'expansion de la taille du bilan des banques centrales pour renflouer le système bancaire, puis ensuite pour baisser les taux et racheter des obligations d'État. Alors à ce moment-là, on commence à permettre aux États de réaliser des déficits publics de plus en plus élevés. Et ensuite, le stade ultime qu'on a franchi après la crise du Covid, c'est la distribution directe à la population d'argent gratuit. Et c'est à ce stade 4 qu'on est en train de relancer l'inflation. Donc pour les trimestres à venir, comme je vous le disais, dans un premier temps, qui est le temps que nous vivons en ce moment, les États vont essayer quand même de contrer l'inflation. Ils vont déclencher un début de récession avec une phase de déflation globale d'actifs dans laquelle tout va baisser. Donc temporairement, ça peut être bien d'avoir de la trésorerie en dollars. Je dis bien vraiment temporairement, juste quelques trimestres. Ensuite, la crise économique va s'amplifier et là, ils vont changer leur fusil d'épaule et probablement commencer à redistribuer de l'argent gratuit sous forme de chèques, sous tout motif qu'ils trouveront pour l'énergie, pour la crise, pour compenser la hausse des loyers, etc. À ce moment-là, ils vont relancer l'inflation et les taux réels fortement négatifs. Donc je pense que vraiment le contexte qu'on a en ce moment, le contexte politique, fait que on a de grosses chances d'avoir des taux réels négatifs, fortement négatifs, plus durables que dans les années 70, parce que dans les années 70, on est arrivé au début de la crise inflationniste sans surendettement du système, sans surendettement des États. Il n'y avait pas d'excès de dette dans le système à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, on a un excès de dette massif. Quand on a un excès de dette massif et qu'on a des taux d'inflation élevés, il y a une chose aussi qu'il faut voir qui est totalement exclue, c'est de laisser les taux d'intérêt des obligations d'État à long terme monter au rythme de l'inflation. Si vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt dans le système à 8 ou 10%, le système financier explose. Plus personne ne peut rembourser ses emprunts ou renouveler ses emprunts en payant des sommes acceptables. Donc je pense vraiment que ça aussi c'est un facteur qui va contribuer au maintien de taux fortement négatifs. Donc les États vont laisser filer l'inflation, mais en même temps ils vont faire en sorte que le taux des obligations d'État reste bas en faisant racheter des obligations d'État par la Banque centrale pour les maintenir à 2-3%. Ce qui fait que ça contribuera à maintenir ces taux réels que nous avons en ce moment. Donc ça c'est un scénario de base vraiment sur lequel je pense on peut compter. Alors, dans un contexte de taux réel négatif, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est épargnant et qu'on ne veut pas faire partie de la grande majorité des épargnants qui vont se faire lessiver? Évidemment, éviter les produits de taux, donc éviter le cash et les produits de taux. J'ai mis sauf en première partie de récession, c'est-à-dire en ce moment. Mais ensuite, il faut vraiment fuir ces placements, les livrets A, les assurances vie en euros, parce que vous allez perdre 6-7% par an en monnaie réelle. Et évidemment, ce n'est pas du tout agréable quand vous voulez progresser vers l'indépendance financière, que vous êtes à la recherche de cela. Il faut privilégier, je vous l'ai déjà dit, les actions du secteur énergie matières premières, parce que en situation de forte inflation, en général, le cours des matières premières progresse encore plus vite que l'inflation, donc vous gagnez par rapport à l'inflation, notamment pour les valeurs qui versent de bons rendements dans ce secteur. Il faut privilégier les valeurs à fort rendement capables de suivre l'inflation. Je vous rappelle que j'ai remis à jour ma formation analyse financière sur les valeurs à fort rendement avec une liste dédiée de 21 valeurs qui répond vraiment à ce besoin-là.
Euh, vraiment les nouveautés qu'il y a dans les situations de taux réel négatif, c'est qu'il ne faut plus avoir peur de l'endettement. Je vous ai dit jusqu'ici, il faut se méfier de l'endettement parce que en situation de déflation globale, c'est très dangereux. Lorsqu'on est en situation de taux réel négatif, au contraire, on a intérêt à utiliser le levier de crédit, évidemment de façon raisonnable. Je vous dis certainement pas d'aller acheter à crédit des actions du Nasdaq, des actions techno du Nasdaq qui vont faire moins 50 ou moins 60% dans les trimestres qui viennent, parce que c'est vraiment ce qui risque d'arriver, mais d'utiliser le levier de crédit à bon escient. Alors pour ça, vous pouvez le faire indirectement en achetant par exemple des valeurs foncières de rendement qui sont cotées en bourse, qui vont elles-mêmes utiliser ce levier de crédit. Donc on trouve pas mal de bonnes valeurs de rendement en ce moment sur le marché qui sont pas chères et qui ont des leviers de crédit donc on va dire qui ont des taux d'endettement de 45%, qui sont un levier de crédit raisonnable, qui vont profiter de taux réels négatifs. On a des sociétés industrielles aussi raisonnablement endettées qui utilisent bien ce levier de crédit en ce moment. Donc là aussi, il y a sans doute de bonnes opérations à réaliser. Je vous en donne une en tant que société industrielle qui est la Valeur Rubis par exemple, qui est donc une société de distribution de produits pétroliers dont le cours est pas mal massacré depuis plusieurs trimestres. Mais si on va sur cette valeur pour le long terme dans les trimestres qui viennent, il n'y a pas besoin de se précipiter forcément à acheter tout aujourd'hui, mais constituer une ligne sur un an et demi. On devrait, sur le long terme, avoir de bons résultats si on a des taux d'intérêt réels négatifs avec cette valeur. Ensuite, la dernière chose importante, ne pas hésiter pour vous à utiliser le levier de crédit pour des opportunités d'investissement que vous auriez à réaliser. Alors je vais vous donner une simulation vous allez voir à quel point ça peut jouer. Donc on va supposer dans cette simulation que vous voulez réaliser un investissement de 150 000 € dans quelque chose. Alors ça peut être un bien immobilier si vous êtes vraiment compétent dans le secteur, des SCPI, etc. Vous allez faire un apport personnel de 50 000 € et emprunter 100 000 €. Donc ça reste encore assez raisonnable en levier de crédit. Vous avez un taux d'emprunt, comme on peut en trouver en ce moment aux alentours de 3%, un taux d'inflation à 9%, et on va supposer que cet investissement que vous réalisez, il va évidemment vous rapporter des loyers, des rentes régulières. Donc je fais dans la simulation une estimation franchement basse, on va dire que c'est vraiment pas un investissement brillant qui va vous rapporter 3% net, donc net de tout quand même, net de fiscalité, net de charges, net de tout frais. Voilà, donc 3% par an, et que cette rente va augmenter au rythme de 8% par an, c'est-à-dire un petit peu moins vite que l'inflation, ainsi que la valeur globale du bien que vous aurez acheté. On va supposer qu'il y a une revalorisation qui va pas tout à fait suivre l'inflation, mais pas trop loin. Vous placez ça pendant une quinzaine d'années et on fait ensuite le bilan de ce qu'on obtient en fin de compte. Donc au total, vous aurez investi dans ce bien 53 000 € sur 15 ans. Si on déduit l'emprunt payé et les rentes perçues, donc on va déduire du montant global investi les rentes perçues, on va ajouter l'emprunt payé global. Donc vous aurez investi 53 000 € et vous aurez récupéré au bout du compte 475 000 € au bout de 15 ans. Tout ça évidemment grâce à la magie de l'inflation. Ça correspond, si on fait le calcul de rendement annualisé cette fois-ci, donc j'ai fait la simulation ici, ça correspond à peu près à un rendement annualisé de 14%. C'est-à-dire que si vous décidiez de placer des sommes que vous devez débourser, donc la première année vous déboursez votre apport de fonds propres et puis une petite annuité d'emprunt moins la rente, donc vous allez débourser certaines sommes. En bout de simulation, vous arriverez avec un taux de rendement de 14% à 436 000 €. Donc un petit peu moins que ça. En fait, le taux de rendement annualisé de cette simulation, il est probablement autour de 14,5%. Donc vous voyez qu'à 14,5%, on arrive quasiment au même montant que celui que je vous donne ici.
Donc on arrive avec ce système, vous voyez, à battre très largement l'inflation, même avec un taux de rendement assez mauvais, hein, de seulement 3% par an pour votre bien. Il suffit que sa valorisation suive plus ou moins, et même pas tout à fait, hein, le taux d'inflation présent. Plus l'inflation est élevée, mieux ça marche. Si on se met à faire des simulations un peu extrêmes, on dit que bon, le pays commence à dériver dans une situation d'hyperinflation, on va dire qu'on a un taux d'inflation à 15%, que cette rente, du coup, que le bien se revalorise à 14%, un petit peu moins que le rythme de l'inflation. On va toujours parler d'un rendement de l'investissement pitoyable, plus ou moins pitoyable de 3%. Donc vous récupérez 1 million au bout du compte. Et ça, là, ça va correspondre à un rendement annualisé qui va être beaucoup plus élevé, hein, qui va être, je pense, de l'ordre de 21-22%. Il faut même aller chercher un peu plus, donc on est au-dessus de 22% de rendement annualisé dans cette situation. Alors c'est 22%, évidemment hors inflation, hein, c'est pas miraculeux, mais vous voyez que vous avez 22% par rapport à une inflation de 7%, donc vous arrivez à surperformer de 7% l'inflation avec ce levier de crédit. Si vous prenez un levier de crédit plus important, évidemment l'opération sera encore meilleure, hein. Donc on revient à un taux d'inflation un petit peu plus réaliste à 9% dans la simulation. Là je vais mettre 8%, j'ai fait une petite... Je mets 8% en revalorisation annuelle du bien, donc un peu moins de l'inflation. Je vais supposer que cette fois-ci on utilise un levier plus gros, mettons 200 000. On va mettre 170 000, être un peu plus raisonnable. Voilà, donc il y a 220 000 au total. Donc on récupère 697 000 ici au bout du compte. Donc ça correspondra à un taux de rendement annuel d'à peu près 16%, on fait 15,5%. Avec un taux de rendement annuel de 15,5%, on arrive à peu près à la même somme que ce qu'on obtient dans la simulation. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce contexte particulier de taux réel fortement négatif. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est évidemment privilégier les valeurs de rendement qui sont capables de suivre l'inflation et ne plus avoir peur d'utiliser le levier de crédit, contrairement à la situation précédente de taux réel qui était nettement positif.